Bonjour à tous et bonne année, puisque nous sommes le 16 janvier 2018 et c'est donc la première rencontre texto de cette année. Et nous avons, je tiens à commencer par vous annoncer une triste nouvelle. Nous avons la très grande peine, le très grand regret de vous indiquer que la responsable du service culturel, Raphaël Liroux, vient de décéder. Et c'est donc à elle que nous souhaitons dédier cette première rencontre, puisque elle était passionnée de culture en général, de littérature en particulier. Elle a apporté son soutien aux rencontres texto qu'elle a suivies avec assiduité. Elle a encore assisté à la dernière rencontre en décembre. Donc nous pensons très fort à elle et nous penserons également à elle à l'issue de cette rencontre, quand nous irons partager notre traditionnel buffet. Et permettez-moi maintenant de vous présenter Aude Seurat, qu'on ne présente plus aux étudiants de la licence des sciences de l'information et de la communication, puisque c'est la responsable de la mention, et qu'elle a tenu à inviter Laurent Binet, un auteur qu'on ne présente plus non plus, puisque c'est l'un des auteurs les plus connus, me semble-t-il, du paysage littéraire français, notamment pour son roman HHHH, qui a obtenu le prix Goncourt du premier roman en 2010, qui a été adapté au cinéma en 2017, et pour la 7e fonction du langage, roman qui joue des limites entre la fiction et le récit documentaire, et que Aude Seurat a tenu à présenter, et sur lequel elle reviendra donc avec Laurent Binet, puisque, bien entendu, cela fait appel à des notions d'analyse de discours que vous avez vues en cours. Donc je laisse la parole à Aude Seurat et à Laurent Binet. Merci d'être là. Bonne rencontre. Bonjour à tous. Bonjour Laurent Binet. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à Paris 13 aujourd'hui pour échanger avec nous. Donc on va avoir une petite heure d'échange et puis après, bien sûr, il y aura des questions du public. N'hésitez pas à poser vos questions en fin de séance. Donc Laurent, vous êtes agrégé de lettres modernes et vous avez enseigné un certain temps, donc vraiment pas loin de chez nous, on dirait, donc à Saint-Ouen, à Blanquin, et puis surtout au lycée Jacques Fédère. Il y a peut-être certains d'entre vous d'ailleurs qui viennent de ce lycée, parce que c'est un lycée où il y a pas mal d'étudiants du lycée Jacques Fédère qui viennent chez nous, à Pierrefitte. Et vous avez été aussi donc, chargé de cours en sémiologie, donc pas chez nous, pas loin, mais à Paris 8. Et donc voilà, plein de proximités, qu'elles soient territoriales ou scientifiques, déjà sur ce point de départ. Et donc vous avez publié en 2000 un récit surréaliste qui s'appelle Force et faiblesse de nos muqueuses, titre énigmatique. En 2004, Vie professionnelle de Laurent B, donc, qui porte justement sur votre expérience d'enseignant dans le secondaire. Et puis Judith Meyer y faisait occurrence, 2010, consécration avec HHHH. Alors, excusez mon allemand, Himmler, Hirn, Eich, Heinrich. Donc le cerveau d'Himmler s'appelle Heinrich, donc, qui raconte l'histoire de l'opération Anthropoïde, qui a amené donc, à l'assassinat quand même on pourrait dire la 3e figure les plus importantes du Reich, donc Heinrich, dit le boucher de Prague. Et donc cet ouvrage a été vendu à plus de 200 000 exemplaires, traduit dans plus de 20 langues, a obtenu le prix Goncourt et adapté, donc, comme le disait Judith Meyer, au cinéma en 2017. On verra tout à l'heure rapidement la bande-annonce du film, justement. Et vous me disiez justement tout à l'heure, ce que je ne savais pas, c'est qu'il a été adapté aussi au théâtre. Donc on pourra discuter rapidement de cette distinction entre l'adaptation théâtrale et l'adaptation cinématographique, qui ont des partis pris très différents. Donc en 2012, j'ai publié la chronique de campagne présidentielle de François Hollande. Donc on est en suivi François Hollande pas à pas de la primaire jusqu'à son élection présidentielle. À un moment où, je pense qu'au moment où vous décidez ça, c'est pas du tout gagné qui gagne, justement. Enfin, en tout cas au début de la primaire. Et puis donc en 2015, la 7e fonction du langage, dont on parlera plus longuement aujourd'hui,
puisqu'il y a un lien assez fort avec ce qu'on enseigne ici donc en licence Infocom, puisqu'on va voir que justement ces théories de sciences du langage et de la sémiologie deviennent le ressort narratif donc d'un polar palpitant. Et donc justement, c'est ça dont on parlera plus longuement aujourd'hui. Mais donc juste avant de démarrer l'échange sur la 7e fonction du langage, justement, sur HHHH, comme il y a eu donc une actualité assez forte avec l'adaptation au cinéma de votre livre en 2017, l'idée c'était d'en parler un petit peu. Donc je ne sais pas si on passe d'abord à la bande-annonce. Comme vous voulez, comme vous voulez. On commence par la bande-annonce. Donc, juste rapidement, donc HHHH, comme je le disais, donc ça porte sur l'assassinat de Heinrich, qui est la 3e figure du Reich, qu'on appelait donc le boucher de Prague, et qui d'ailleurs, au moment où, juste après, quand il a été assassiné, après il devait devenir le gouverneur de Paris. Donc ça aurait été, voilà, ça aurait été pour nous. Donc dans ce livre, vous mettez en intrigue donc cet épisode historique qui est en soi déjà totalement fou, d'arriver à faire une opération pareille, tout en ayant vraiment une analyse sur le genre roman historique, votre rapport aux sources, les scrupules en quelque sorte que vous pouvez avoir à faire parler, à faire penser, à prêter des émotions à des personnes qui sont des personnages qui sont des personnes en fait et que vous n'avez pas connues. Et donc dans le roman, ça crée vraiment une double lecture qui, bien sûr, dans un film plutôt hollywoodien, grand film d'action en quelque sorte, est difficile à mettre en place, même si le film est un très bon film. Donc voilà, on va voir la bande-annonce et puis on en discute juste après. Avec plaisir. C'est triste de voir son pays mis à genoux. Oui, et les choses ne sont pas prêtes de changer. N'en soyez pas si sûr. Un homme peut encore nous sauver. Là, le monsieur sur la photo. C'est notre chef, qui va pouvoir sauver notre pays. Je cherche quelqu'un pour diriger le nouveau service de renseignement SS. Le renseignement exige d'être consciencieux et méthodique. Personne n'est plus consciencieux que moi, et personne n'est plus méthodique. Le pouvoir a besoin d'hommes qui agissent dans l'ombre et qui sont prêts à tout pour protéger ses plus grands secrets. Seuls les meilleurs d'entre nous sont à même de rendre toute sa grandeur à la nation. Savez-vous quel surnom lui a donné le Führer? Il l'appelle l'homme au cœur de fer. Londres ne vous envoie pas ici pour une simple mission de routine. Aucun réseau de résistance n'a jamais réussi à assassiner un haut responsable nazi. Je veux tout savoir de son emploi du temps. Heydrich doit mourir. Nous sommes à l'aube d'une journée qui marquera l'histoire. Tous les ennemis de la nation seront éliminés. Vous risquez votre vie, mais vous mettez aussi en danger la nôtre. Promets-moi que tu reviendras vivant. Les organisations de résistance seront détruites sans aucune pitié. Ça suffit! C'est une mission suicide. Est-ce que vous en avez conscience? C'est pas à eux de disposer de nos vies. Feu! Ils arrivent. Heil Hitler! Je reviendrai te chercher. On vient de voir la bande-annonce, donc est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu déjà comment vous avez vu cette adaptation cinématographique? Est-ce que vous avez été impliqué dans cette adaptation? Et puis les différences qu'il peut y avoir entre votre roman, le film, donc sorti en 2017, et donc la pièce de théâtre qui a été aussi donc, adaptée de votre roman et qui a été jouée notamment au Festival d'Avignon. Et donc en quoi on travaille notamment en Infocom sur les différences entre les genres médiatiques, donc c'est moyen notamment, et donc comment en fait ce passage d'un genre, d'un média à l'autre opère forcément des transformations de votre œuvre. Bonjour, oui, merci de m'avoir invité tout d'abord. En fait, non, j'ai mis 10 ans pour écrire HHHH, 10 ans pendant lesquels
J'ai beaucoup lu sur le nazisme, je me suis énormément documenté, et donc une fois que le livre était sorti, en plus bon, j'ai dû assurer la promotion, aujourd'hui encore voilà, je suis là, j'en parle. Après ces 10 ans, j'avais envie de passer à autre chose, donc je ne me suis pas impliqué dans le film. J'ai suivi le processus d'élaboration du film, j'ai lu une ou deux versions du scénario, j'ai donné un petit peu mon avis de temps en temps, que les producteurs, le réalisateur a parfois écouté, parfois non, mais donc non, j'étais assez peu impliqué dans le film. J'avais compris dès le début que ce serait un film hollywoodien, et ça ne me posait aucun problème, j'aime beaucoup les films hollywoodiens. Mais donc, ça impliquait aussi, enfin, c'était pas forcément une fatalité, mais en tout cas, leur parti pris très vite a été décidé que tout l'aspect, comment dire, mon livre en fait navigue entre deux niveaux, le niveau purement narratif, le récit, donc c'est-à-dire ce que vous avez vu là en gros en résumé, la montée de ce personnage, de cette figure du Troisième Reich, Heydrich, et puis la préparation de l'attentat contre lui. Donc ça c'est l'aspect historique, l'aspect du récit historique, et puis l'aspect commentaire, disons pour aller vite, ou métadiscursif, méta-romanesque pour employer un terme plus de jargon littéraire, c'est-à-dire méta-romanesque, c'est-à-dire des commentaires, enfin le roman qui part du roman, des commentaires sur le roman, le processus d'élaboration du roman, comment est-ce qu'on bâtit un roman historique et comment on fait avec, comment est-ce qu'on se débrouille avec la rencontre de la fiction et de l'histoire. Et mon parti pris dans ce livre, c'était de refuser de toutes mes forces le recours à la fiction pour ne pas trahir la vérité historique. Et donc, en gros, il y avait une problématique qui est débattue dans le livre, en même temps que je raconte cette histoire de la façon la plus romanesque possible, c'est-à-dire que je voulais raconter cette histoire comment dire, en intéressant le lecteur, c'est-à-dire donc en ayant recours aux ficelles du roman ou du cinéma, c'est-à-dire des effets de suspense, des effets d'attente, etc. Mais en même temps, ma problématique, c'était comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie. Et donc c'était aussi rendre compte de mes recherches, de mes sources, de confronter, expliquer au lecteur que bah oui, mais là en fait je croyais que c'était comme ça, et là et en fait non, que là je m'étais trompé, ou parfois que j'avais cédé à la tentation d'inventer une scène dont j'avais pas les éléments. Par exemple là, donc vous avez vu, il y a deux des personnages principaux, ce sont les parachutistes qui organisent l'attentat. Et ces parachutistes-là, donc voilà, c'est deux amis, et donc on se retrouve dans une structure habituelle de récits, que ce soit dans les films ou dans les livres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les buddy movies au cinéma. On a deux copains à qui il arrive des aventures. Et en général, dans ce type de film ou de livre, il y a une scène qui est importante, c'est la scène de la rencontre. Et à cette époque-là, moi, j'avais aucune indication sur la scène de la rencontre. Et donc, je devais décider, je la raconte pas. Bon, si vous lisez le livre, vous verrez ce que j'ai fait. Finalement, je la raconte à la fin, dans le dernier chapitre, une fois que tout est bouclé, etc. Et à la fin, j'imagine comment ils ont pu se rencontrer. D'ailleurs, j'étais pas très loin de la vérité, mais dans le livre, je présente ça comme une scène, comme une scène fictive, une scène un peu rêvée. Bref. Donc toute cette problématique des rapports compliqués, que je trouvais compliqués et intéressants entre histoire et fiction, elle est évacuée dans le film. Donc c'est un autre projet, c'est un autre parti pris, ça raconte plus ou moins la même histoire, mais avec une autre logique, c'est même pas la différence entre le roman et le film, c'est la différence entre ce que les anglo-saxons ont appelé parfois un roman postmoderne, c'est-à-dire, en gros, le postmoderne, c'est quand on s'interroge sur le fonctionnement de ce qu'on est en train de faire. Enfin, bon, je résume, je vais vite, mais voilà, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle aussi la réflexivité, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose et puis en même temps, on se regarde dans un miroir pour comprendre comment on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Voilà. Bon, le Hollywood, c'était pas leur problème, ils ont fait autre chose, j'ai pas de problème avec ça, ça donne des objets différents.
Justement, sur la pièce de théâtre, le parti pris est tout inverse. Vous me disiez que c'est justement cette deuxième lecture, celle de la réflexivité et de l'analyse du rapport à l'histoire qui a été mise en scène. Exactement, et alors pour des raisons à mon avis tout à fait simples et pragmatiques, c'est que la pièce de théâtre, bon, on n'avait pas le budget du film hollywoodien évidemment, donc ça allait être compliqué de mettre en scène la Mercedes, l'attentat, les parachutes, etc., toutes les scènes scènes de guerre, bon, donc eux ils ont pris le parti pris totalement inverse, ils ont focalisé que sur donc ce que j'ai appelé le méta-roman, c'est-à-dire en gros, ils ont pris deux personnages, moi et un autre personnage qui s'appelle Natacha, et qui discutent de comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire. Donc d'une certaine manière, la pièce de théâtre et le film se complètent pour restituer l'esprit du livre d'une certaine manière, qui comportait aussi, il y a une dimension hollywoodienne dans mon livre, mais voilà, donc c'est-à-dire le roman et le méta-roman, ils ont été en quelque sorte dissociés, et sans lire le livre, si vous voulez avoir une idée du livre, vous pouvez voir la pièce et voir le film, sachant qu'il y a eu un troisième dérivé, si j'ose dire, du livre. C'est une série documentaire en Hollande qui a été faite pour l'équivalent du Arte hollandais, où eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir des survivants, des témoins, des experts, pour creuser en fait des choses que j'avais évoquées dans mon livre. Ils ont essayé de retrouver de la famille, des petites amies, des parachutistes en Angleterre par exemple, ou des gens qui avaient travaillé sur, bon, voilà, des militaires tchèques qui avaient travaillé sur cette histoire. Ils sont allés dans un club de parachute pour faire du parachute, pour voir ce que ça faisait. Bon, voilà, des choses comme ça. Donc ils ont en quelque sorte, ça c'était très dans l'esprit du livre d'une certaine manière. Ils ont creusé, voilà, c'est-à-dire ils ont creusé des pistes que j'avais, des jalons que j'avais posés dans le livre. Voilà. Donc c'était une troisième voie en quelque sorte. C'est intéressant de voir en tout cas à quel point voilà, une œuvre littéraire peut donner, être appropriée très différemment et produire d'autres œuvres qui ont des cadres interprétatifs différents. Ouais. Merci beaucoup, et puis on va enchaîner sur la 7e fonction du langage. Donc aussi, on a souhaité vous inviter pour parler aussi plus précisément de cette ouvrage. Vous le savez, vous avez enseigné aussi la sémiologie. C'est que donc ici à Paris 13 en licence information et communication, c'est une des disciplines importantes dont notamment j'ai la charge. Et je dirais aux étudiants, quand je vous ai parlé d'Austin, Searle, Jacobson, Barthes, etc., bon, je pense que certains ont trouvé ça un peu ardu, même je pense que voilà, ça se voit dans les copies, je suis en train de corriger. Mais en tout cas, sinon, en tout cas, voilà, c'est pas forcément ce qui peut sembler être le plus divertissant, disons. Donc, se dire qu'à partir de ces auteurs, et d'en faire vraiment alors c'est difficile de qualifier cet ouvrage, mais un polar, un récit un peu rocambolesque, avec plein de dimensions différentes, enfin, en tout cas d'en faire aussi un ouvrage grand public, un ouvrage à succès, alors que ce n'est pas forcément des théories très accessibles en soi, hein, en tout cas parfois on va nous dire qu'on jargonne un petit peu et que ce n'est pas toujours très simple d'accès. Et donc, il me semblait intéressant, voilà, en clôture donc, de cet enseignement qu'on a eu ensemble, de discuter de la sémiologie mise donc, en roman, et vraiment à des niveaux très différents, puisque dans cet ouvrage, la sémiologie est à la fois la toile de fond, puisque ce sont les auteurs des années 80, les grands auteurs, comme notamment Roland Barthes, bien sûr, qui est au cœur de l'intrigue, qui sont présents, mais aussi, on va le voir, c'est la sémiologie qui est aussi moteur de l'action, puisque c'est par donc une enquête sémiologique, si on peut dire, que l'intrigue va petit à petit se déplier. Donc, est-ce que, Laurent, vous voulez commencer par la lecture du passage d'ouverture ? Entendu, oui. Donc, où l'ouvrage commence par la mort de Roland Barthes. Donc, Roland Barthes qui est vraiment mort, ça c'est vrai, écrasé par un camion de blanchisserie dans le Collège de France. Donc, tout ce point de départ est réel. Donc, il sortait d'un déjeuner avec François Mitterrand, donc ça c'est vrai aussi. Et donc, Laurent Binet part donc, de cet événement pour démarrer son roman.
Alors, c'est la troisième page, c'est pas tout à fait le début, mais presque. Roland Barthes presse le pas sans rien percevoir de son environnement extérieur, lui qui est pourtant un observateur né, lui dont le métier consiste à observer et à analyser, lui qui a passé sa vie entière à traquer tous les signes. Il ne voit véritablement ni les arbres, ni les trottoirs, ni les vitrines, ni les voitures du boulevard Saint-Germain qu'il connaît par cœur. Il n'est plus au Japon, il ne sent pas la morsure du froid. À peine entend-il les bruits de la rue. C'est un peu comme l'allégorie de la caverne à l'envers. Le monde décidé dans lequel il s'est enfermé obscurcit sa perception du monde sensible. Autour de lui, il ne voit que des ombres. Les raisons que je viens d'évoquer pour expliquer l'attitude soucieuse de Roland Barthes sont toutes attestées par l'histoire, mais j'ai envie de vous raconter ce qui est vraiment arrivé. Ce jour-là, s'il a la tête ailleurs, ce n'est pas seulement à cause de sa mère morte, ni de son incapacité à écrire un roman, ni même de la désaffection croissante et juge-t-il irrémédiable des garçons. Je ne dis pas qu'il n'y pense pas, je n'ai aucun doute sur la qualité de ses névroses obsessionnelles. Mais aujourd'hui, il y a autre chose. Au regard absent de l'homme plongé dans ses pensées, le passant attentif saurait reconnaître cet état que Barthes croyait ne plus jamais éprouver, l'excitation. Il n'y a pas que sa mère, ni les garçons, ni son roman fantôme, il y a la libido sciendi, la soif de savoir, et avec elle réactiver l'orgueilleuse perspective de révolutionner la connaissance humaine, et peut-être de changer le monde. Barthes se sent-il comme Einstein en train de penser à sa théorie lorsqu'il traverse la rue des écoles? Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas très attentif. Il lui reste quelques dizaines de mètres pour arriver à son bureau quand il se fait percuter par une camionnette. Et donc, ce grand secret que détiendrait Barthes, justement, je ne dévoilerai pas trop l'ouvrage, puisque vous êtes certainement ne pas l'avoir encore lu. Mais donc, c'est donc le titre de l'ouvrage, cette septième fonction du langage. Donc, pour rappel, on a les six fonctions du langage de Jacobson. Et donc, on a Austin et Searle dans l'ouvrage Quand dire c'est faire, qui ont travaillé donc, sur la question de la performativité. Donc, quand dire c'est faire, la performativité, où quand on dit par exemple, l'exemple qui est souvent pris, c'est je te baptise, donc le dire c'est le faire, baptiser un enfant, enfin de dire je te baptise parce que c'est dans un cadre précis, le rituel précis, parce que c'est dit par un prêtre, etc. Ça fait que le dire et le faire. Et donc cette performativité devient la septième fonction du langage et donc le pouvoir absolu. Si quand on dit quelque chose, tout de suite ça crée le faire, c'est le pouvoir. Et forcément ce pouvoir, il y a quand même un certain nombre de personnes qui souhaiteraient l'avoir. Et donc de là, l'enquête part dans le milieu à la fois politique et intellectuel donc des années 80. Et donc on a ce commissaire Bayard qui est haut en couleur, qui va se trouver un binôme avec un universitaire qui enseigne la sémiologie à l'université de Vincennes. Et ils vont mener l'enquête ensemble, et donc on va rencontrer François Mitterrand, bien entendu, Valéry Giscard d'Estaing, Fabius, etc. pour les hommes politiques, et puis bien sûr les grandes figures intellectuelles de ce qu'on appelle la French Theory, Michel Foucault, Derrida, Althusser, Jacques Steva par exemple, et puis des grandes figures aussi étrangères, puisqu'on va aussi se balader en Italie, aux États-Unis, et donc notamment Umberto Eco, Jacobson bien sûr, Searle, sur les actes de langage, et donc on va avoir tous ces personnages. Alors, bien sûr, Jacobson, pour moi c'était pas si évident, parce que quand j'ai écrit mon livre, donc j'ai bâti ma petite intrigue, je me suis dit, bon bah voilà, donc Roland Barthes se fait assassiner, donc l'idée c'est qu'il est mort dans cet accident de voiture, et je me suis dit, tiens, on va imaginer que c'est pas un accident, mais que c'est un meurtre. Et donc, si c'est un meurtre, ça veut dire qu'il y a une enquête. S'il y a une enquête, ça veut dire qu'il faut des suspects, il faut un mobile. Donc le mobile serait cette septième fonction du langage. Et puis les suspects, c'était l'entourage de Barthes, c'est-à-dire donc tous ces grands intellectuels de l'époque, français ou étrangers. Et l'idée, c'était que la septième fonction du langage, donc c'était une fonction inédite, en fait, qui était restée secrète de Jacobson. Sauf que le problème, c'est qu'à l'époque, quand j'ai commencé à écrire mon livre, je croyais que Jacobson était déjà mort. Et en cours de rédaction, je me rends compte qu'en fait, non, en 80, il était encore vivant. Et du coup, j'ai dû intégrer cette donnée dans mon intrigue, et j'en ai fait finalement un rebondissement. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage du flic découvre à la moitié que Jacobson est vivant, parce qu'il apparaît à un moment, il surgit dans l'intrigue. Bon, voilà. Mais donc j'ai essayé de faire d'une erreur de ma part un coup de théâtre dramatique. Et justement, avec donc, tous ces personnages, qu'ils soient politiques ou intellectuels, qui se battent pour ce document disparu, c'est assez proche, en fait, ça nous fait assez penser à l'intrigue du nom de la rose d'Umberto Eco. Umberto Eco qui est lui-même un des personnages du roman, donc tout ça est bien impliqué, où donc il y a
cette guerre autour de la recherche d'un manuscrit perdu. Est-ce que ça a été de vos inspirations fortes? Oui, alors c'est-à-dire, c'est vrai que enfin, ça aussi c'est une révélation tardive en fait, mais quasiment je m'en suis rendu compte après avoir écrit. Alors celui-là, je me suis dépêché, j'ai mis que 5 ans pour l'écrire, mais donc bon voilà, ça m'a quand même pris du temps, et c'est vraiment qu'à la fin que je me suis rendu compte qu'en fait le pitch, hein, comme on dit, c'était le pitch, l'intrigue du Nom de la Rose en fait, hein, des gens qui tuent pour retrouver un manuscrit perdu. C'est l'intrigue du Nom de la Rose. Voilà. Alors donc moi, elle est transposée dans les années 80. Le manuscrit, c'est pas le même dans le Nom de la Rose. C'est un texte d'Aristote. Là, donc ici, c'est cette fonction inventée de l'imaginaire de Jacobson. Mais bon, voilà. Donc le pitch était un peu le même. Et il se trouve que d'une certaine manière, donc c'était pas grave et que ça tombait bien même, puisque de toute façon, donc manifestement, j'avais une dette envers Umberto Eco, puisque j'avais repris un peu son intrigue, mais en même temps je lui avais déjà rendu hommage. Enfin j'avais pas besoin comment dire, j'avais pas besoin de notifier cette dette davantage, puisque c'est un personnage qui a un rôle important dans mon livre. Pourquoi? Tout simplement parce que Umberto Eco était, tout comme Roland Barthes, un sémiologue, et donc il avait sa place dans cette intrigue, et puis ils étaient amis tout simplement, ils avaient travaillé ensemble, ils avaient voilà, et donc voilà, donc ça tombait pas plus mal, mais c'était pas conscient en fait. C'est-à-dire tout le monde après, quand j'ai voilà, les gens ont cru deviner qui j'aimais, qui j'aimais pas parmi les personnages réels qui apparaissent dans mon livre. Les Derrida, les Deleuze, les Solers, les Kristeva. Alors il y en a un, c'est vrai, sur lequel, oui, c'était assez clair. C'est vrai que Philippe Solers, Philippe Solers, c'est le mari de Julia Kristeva, qui est à la fois une linguiste, une psychanalyste. Bon, il se trouve que Philippe Solers et Julia Kristeva étaient parmi les meilleurs amis de Roland Barthes, donc ils devaient apparaître dans le livre. Et c'est vrai, bon, j'ai pas une très grande admiration. Philippe Solers, c'est un écrivain qui est encore vivant, pour lequel j'ai pas une admiration débordante, et ça se voit dans le livre. Mais à part ça, BHL aussi. BHL qui fait une petite apparition aussi dans le livre. Mais à part ça, j'ai joué avec ces personnages réels, enfin ceux-là et d'autres, et certains, donc ça m'a amusé de leur donner des rôles qu'ils n'ont pas dans la réalité, d'en faire des chefs de sociétés secrètes ou des gens impliqués dans des services secrets, enfin bon, de leur donner des rôles romanesques. Et puis certains même, je les ai tués, alors qu'ils n'étaient pas morts à l'époque, ils sont morts beaucoup plus tard. Et d'autres, je les ai, bon, enfin bon, voilà. Donc certains, j'ai utilisé des éléments de leur vie qui étaient connus de tous, hein, pour faire des scènes, des sortes de scènes de théâtre, enfin bref, j'ai joué avec des personnages réels. Et par exemple, les gens ont cru que s'il y en a un que j'avais tué, c'est parce que je ne l'aimais pas. Alors qu'en fait, pas du tout. Il se trouve que là, donc je dis pas pour ceux qui n'ont pas fini ou qui n'ont pas lu le livre, mais il y en a un qui meurt, donc, alors qu'il a vécu encore 25-30 ans, et d'une certaine manière, c'est peut-être mon préféré en fait. Donc voilà, et donc tout ça pour dire, à propos d'Umberto Eco, que on a beaucoup dit que Umberto Eco c'était mon grand modèle, etc. J'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour Umberto Eco, mais c'est pas mon romancier préféré. Voilà. Bon, il se trouve simplement que son roman, qui est un grand roman, hein, Le Nom de la Rose, inconsciemment a joué un rôle, enfin a inspiré l'intrigue de la 7e fonction du langage. Justement, sur ce que vous disiez par rapport au fait d'avoir pris donc, toutes ces grandes figures connues du milieu des années 80 et de leur avoir changé leur vie, hein, et puis attribué effectivement des rôles extrêmement romanesques, on voit, et on en parlait déjà, vous en parliez déjà pour HHHH, voilà, cette frontière extrêmement ténue entre réalité et fiction. HHHH, c'est vraiment un lieu de réflexion sur cette frontière, et je dirais que la 7e fonction du langage, c'est un lieu de jeu, mais de jeu au double sens du terme. Le jeu au sens, bon, il y a du jeu dans une porte, la faille, là où on va s'engouffrer, puis le jeu au sens de ludique, hein, on s'amuse. Et donc il y a ce double jeu entre réalité et fiction qu'on voit très bien
Et moi notamment, quand je disais, je vous en parlais quand on a eu notre premier échange, quand je disais donc la 7e fonction du langage, à un moment donc il y a Althusser qui tue sa femme et qui est interné en asile psychiatrique. Et je me dis, mais Althusser, il a vraiment tué sa femme ou pas? Et donc je l'ai cherché sur internet, machin. Ah oui, bah, il avait vraiment tué sa femme. Et donc en fait, on ne sait plus, parce que quand il y a un certain nombre de choses, quand on connaît ces auteurs qu'on connaît, et puis il y a des choses, on se dit, mais il l'a inventé ou est-ce que c'est vrai? Et puis bon, comme il y a des vrais éléments romanesques de leur vraie vie, et puis ensuite après il y a plein de choses inventées, on est un peu perdu. Mais on est perdu et en même temps c'est sympa d'être perdu. Oui, mais c'est-à-dire en fait, d'une certaine manière, pour moi la 7e fonction du langage et HHHH sont les deux faces d'une même problématique qui est le rapport compliqué de la réalité et de la fiction. Et en fait, autant dans HHHH, et probablement parce que dans HHHH, je m'étais vraiment attaché de façon totalement névrotique à aller rechercher la vérité historique et à refuser autant que faire se peut la fiction, autant dans la 7e fonction du langage, j'ai voulu justement faire le contraire et avoir une approche plus ludique, mais finalement pour traiter de la même problématique, simplement de façon différente, c'est-à-dire en utilisant des éléments de la réalité et en les reconfigurant, en les intégrant, en les motivant par des ressorts fictionnels. Et donc vous parliez en effet de Althusser. Althusser, donc c'était un philosophe dont ce qu'on retient beaucoup de lui, c'est qu'il a étranglé sa femme. Et moi j'ai imaginé qu'il avait étranglé sa femme parce que, en rangeant son bureau, elle avait jeté le manuscrit secret de la 7e fonction du langage en voulant ranger ses papiers. Alors bon, moi ça m'a amusé, je conçois qu'on puisse trouver que c'est pas de très bon goût, mais en tout cas, donc vous voyez la logique. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Julia Kristeva. Donc Julia Kristeva, cette grande linguiste psychanalyste qui se trouve est bulgare. Elle est d'origine bulgare, elle est française maintenant, mais elle est bulgare. Et or, il se trouve qu'au moment... On est en pleine guerre froide. Au moment de... Non, mais non seulement on est en 1980, donc l'accident de Roland Barthes, c'est février 1980. Et il se trouve que, précisément à cette époque-là, on est en pleine guerre froide, mais plus que ça, à cette époque-là, il y a des assassinats de gens qui sont empoisonnés par des espions bulgares qui les tuent avec des parapluies empoisonnés. C'est ce qu'on a appelé l'affaire des parapluies bulgares. Et donc je me suis dit, bon bah tiens, cet élément-là historique, je vais l'intégrer, comme Kristeva elle est bulgare, et ben je vais imaginer qu'en fait son père, c'est le chef des services secrets bulgares, et je vais intégrer ces assassinats dans le livre, et dans le livre il y a des gens qui meurent, il y a des espions bulgares qui tuent des gens avec des parapluies empoisonnés. Voilà. Et donc ça m'a amusé d'aller chercher des éléments historiques hétérogènes, qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, et de les relier grâce au fil de mon intrigue, en fait, de les relier par cette création fictionnelle qui est la 7e fonction du langage. Voilà. En fait, les Bulgares, dans mon livre, la femme d'Althusser, elle meurt parce qu'elle a jeté la 7e fonction du langage. Les Bulgares, ils meurent, ils tuent des gens parce qu'ils cherchent la 7e fonction du langage, et ainsi de suite. Un autre exemple aussi, il y a tout un passage, Umberto Eco, il vient de Bologne, la ville en Italie, il donnait des cours à Bologne, voilà. Bon, donc à un moment, l'enquête, moi en plus j'aime beaucoup cette ville, donc j'avais conçu un peu mon livre comme l'architecture de mon livre comme un James Bond, vous savez, c'est-à-dire on va dans un pays, puis dans un autre pays, dans un autre pays. Bon, à un moment, ils vont à Bologne. Il se trouve qu'à Bologne, en août 1980, il y a eu un attentat à la gare de Bologne qui a explosé. C'est dans les années 80, ça a été un attentat énorme qui a beaucoup marqué forcément, les Italiens. Et donc, pareil, là, moi, j'ai fait une scène avec Umberto Eco et mes personnages. Je les ai amenés en fait dans cette gare au moment où la gare explose. Voilà. Donc ça, c'était la démarche de la 7e fonction du langage, qui était vraiment le contre-pied de HHHH, mais pour traiter de ce qui est manifestement, de ce qui sont mes préoccupations littéraires, qui sont le rapport entre réalité et fiction. Vous dites d'ailleurs dans une interview pour les Inrocks que le principe du livre est d'exhiber sa fictionnalité. Et donc, montrer justement ce tissage très hétéroclite. Oui, alors c'est ça, parce qu'il y a quelque chose que moi j'aime pas et que je ne fais pas, et une forme de faire passer de façon un peu sournoise de la fiction
pour de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui me déplaît dans certains romans historiques, et dans pas mal en fait, ou dans des films, c'est-à-dire qu'on vous raconte, vous savez, c'est bon, bah là, ils ont mis un d'après des faits réels, d'après des faits réels. Bon, alors quand on sort du film, du coup, il y a des scènes, on se demande, on se dit, ah bah ouais, mais ça, alors c'était le fait réel, ou c'était d'après, ou c'était... Bon, et on ne sait pas trop. Et je trouve ça souvent dommage, parce que quand on traite de la matière historique, et ben, enfin, si c'est l'histoire qui nous intéresse, on a envie de savoir, bah, si c'est, enfin voilà, c'est-à-dire l'exactitude des faits historiques. Et inversement, si on bascule dans la fiction, alors autant y aller franchement. Et pas, moi, disons que c'est notre collègue Charlotte Lacoste qui disait quelque chose de très, auquel je souscris tout à fait. Moi, je trouve bon, évidemment que la fiction c'est quelque chose de formidable. Mais j'aime pas quand la fiction devient falsification en fait, et quand on essaie de nous faire croire que ben, voilà, c'est-à-dire qu'une scène de fiction, est vraiment arrivée historiquement, parce que ben, ça peut donner lieu à des tas de manipulations. Et donc moi, par ailleurs, j'aime imaginer des scènes, j'aime recourir à la fiction. Mais en général, je prétends pas, j'essaie pas de duper le lecteur. C'est-à-dire, à aucun moment, j'essaie de faire croire dans mon livre que voilà, c'est-à-dire c'est une vraie théorie, comme serait une théorie complotiste, si vous voulez. En fait, Bart n'est pas mort dans un accident, il a été assassiné. Donc pas du tout, pas du tout. C'est au contraire, si vous voulez. C'est-à-dire là, je vous dis, voilà, le point de départ, c'est Bart est mort dans un accident de voiture, et imaginons... hypothèse fictionnelle, c'est un assassinat, et qu'est-ce qu'on va pouvoir bâtir comme roman policier avec cette hypothèse? Et pour bien qu'il n'y ait pas de malentendu, ben, régulièrement, il y a des scènes qui sont, ben voilà, c'est-à-dire le personnage qui meurt alors que dans la réalité il n'est pas mort, c'est-à-dire on peut vérifier, on peut voir que, je me suis quand même beaucoup documenté, et qu'il y a des liens de contact avec la réalité historique, mais régulièrement on peut voir qu'il y a des choses qui ne collent pas. Régulièrement dans mon livre, en fait, j'ai distillé des indices que ça ne colle pas, c'est-à-dire sous forme d'anachronisme. Alors parfois ça peut être très très léger, des fois les personnages ils sont dans une soirée, ils écoutent des chansons, et puis donc je me suis documenté, j'ai la playlist de l'époque, dans les années 80, qu'est-ce qu'il y a. Et puis de temps en temps, il y a une chanson, en fait, c'est pas la bonne année. Bon, alors ça, faut être attentif pour voir ça. Mais parfois, donc ça va être, pour vous donner une idée, et sans gâcher, sans spoiler, comme on dit, une idée que j'avais eue mais que j'ai pas retenue, donc je spoilerai rien du tout, c'était, à la fin, ça se termine par l'élection de Mitterrand. Et une idée que j'avais eue, c'était de tuer Mitterrand en 1981, en fait. Bon, voilà. Donc vous voyez, ce type de là, vous auriez su que bon, voilà, on n'est pas dans le documentaire, dans le document historique. Voilà. Donc j'ai fait des petites choses comme ça. Où, par ailleurs, par exemple, oui, il y a une scène finale que j'aime bien qui se passe à Roland-Garros. Bon, moi j'aime bien le tennis par ailleurs. Enfin, il se trouve que 1980, c'était l'époque un peu de. Enfin voilà, l'un des marqueurs de cette époque, c'était le sport qui avait le vent en poupe, c'était le tennis, Borg, McEnroe, etc. Et donc j'avais envie d'une scène à Roland-Garros. Donc les personnages discutent. C'était à la fois c'était inspiré d'une scène hitchcockienne en fait, dans je sais pas quel film d'Hitchcock. Je crois que c'est un film assez court. C'était un film pour la télé. Le premier plan, bon, Hitchcock, voilà, c'était un génie hein, du suspense, de la mise en scène, du plan. Le premier plan, c'est un match de tennis où on voit le public qui tourne la tête, qui suit la balle, et puis au milieu du public, il y a une personne qui, elle, ne tourne pas la tête. Bon, voilà. Et donc, tout de suite, enfin voilà, en termes de mise en scène, c'est absolument génial, et on sent que là, voilà, c'est le début, en fait, c'est le début d'une intrigue. Bref, j'avais envie d'une scène un peu comme ça, où les deux personnages discutent dans les travées, et puis pendant ce temps, je raconte le déroulement du match. C'était la finale 81 de Roland-Garros, Lendl-Borg, et puis progressivement, on s'achemine vers la fin du match, et dans la réalité, le match était un match serré qui se termine au 5e set. Et donc là, le match se déroule, et donc il se termine au 5e set aussi, sauf que j'ai changé le résultat. Dans mon livre, c'est Lendl qui gagne et pas Borg.
Donc oui, justement, ce que vous dites, c'est que vous jouez beaucoup vraiment avec le réel, l'invention, et puis en tissant tout ça comme un patchwork, et en assumant vraiment, et donc justement, vous ne trompez pas votre lecteur en disant vraiment, bah voilà, et n'oublie pas, donc vous parliez tout à l'heure du roman postmoderne, on est toujours un peu en train de se regarder, bah là pareil, on redit au lecteur, un peu comme le principe de distanciation chez Brecht, où on dit, ah attention, là t'es au théâtre, là n'oublie pas, n'oublie pas où tu es. Donc là c'est un petit passage, je trouve qu'il incarne bien, et donc c'est justement en fait où au moment où vous dites, bon bah là en prenant la posture un peu du narrateur omniscient, omnipotent, le Deus ex machina qui va dire, bon bah moi je sais des trucs que les personnages ne savent pas et qui ne sauront d'ailleurs jamais. Donc vous dites, cette histoire possède un point aveugle qui est aussi son point de départ, le déjeuner de Barthes avec Mitterrand. C'est la grande scène qui n'aura pas lieu, mais elle a eu lieu pourtant. Jacques Bayard et Simon Herzog ne le sauront jamais, donc c'est les deux qui enquêtent, n'ont jamais su ce qui s'était passé ce jour-là. À peine pourront-ils accéder à la liste des invités. Mais moi, je peux peut-être. Après tout, tout est affaire de méthode, et je sais comment procéder. Interroger des témoins, recouper, écarter des témoignages fragiles, confronter des souvenirs tendancieux avec la réalité de l'histoire. Donc là, c'est vraiment, vous expliquez votre démarche. Vous dites, ben voilà, je me renseigne, je me documente. Et puis au besoin, vous le savez bien, il y a quelque chose à faire avec ce jour-là. Le 25 février 1980 n'a pas encore tout dit. Vertu du roman, il n'est jamais trop tard. Et donc voilà, là, voilà, on est dans le roman, et donc j'ai le droit d'aller inventer, d'aller justement... Et dans les faits, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir Jack Lang, en fait. C'est lui qui avait organisé l'ancien ministre de la Culture de Mitterrand, c'est lui qui avait organisé ce déjeuner. Mais bon, évidemment, 40 ans après, il lui était arrivé beaucoup de choses dans sa vie. Donc il ne se rappelait pas tout, il se rappelait du nom des invités, il se rappelait, c'est lui qui avait fait la cuisine, alors il se rappelait de ce qu'il avait préparé comme plat, mais il ne se rappelait pas trop de ce qui s'était dit. Mais bon voilà, oui, typiquement, c'est comme ça mais déjà que j'avais procédé à certains moments dans HHH, c'est-à-dire que j'avais envie de raconter cette scène, j'avais envie de raconter ce déjeuner, et j'avais pas d'autre cours que, avec les quelques indices que Jack Lang m'avait donnés, de globalement l'inventer. Mais donc ce petit chapitre-là, c'était une forme de précaution oratoire. C'était une histoire de dire, bon ben voilà, attention, là j'invente. Hein. Voilà. Et ensuite je balance la scène. Bah justement, en fait, ce jeu sans cesse entre donc, des faits réels et des faits fictionnels, mais aussi en fait entre des théories qui existent vraiment. Et puis donc de ce roman, c'est à des moments des vrais passages entiers de cours de sémiologie. D'ailleurs avec des niveaux avec des types des modes d'explication très différents, soit le cours que donne Simon Herzog donc à Vincennes, au moment où le commissaire Bayard va justement, en fait, il cherche un sémiologue pour l'aider parce qu'il dit, bon, je ne les connais pas du tout ces intellectuels, je ne comprends rien à leur jargon, il faut quelqu'un qui va me décoder tout ça. Et donc il se retrouve à Vincennes et il assiste à un cours de Simon Herzog sur la sémiologie dans James Bond. Donc il analyse en fait la symbolique dans James Bond. Et puis il y a aussi un autre passage. Sur la symbolique des chiffres dans James Bond, 007, les chiffres et les lettres, voilà. Q, M, etc. Il y a aussi une autre scène où en fait c'est avec Valéry Giscard d'Estaing qui les convoque et où en fait Simon Herzog montre un petit peu comment la sémiologie du côté policier, en quelque sorte, il dit bah, il y a quoi dans cette boîte? Il y a une boîte qui est fermée sur le bureau de Giscard et il devine en fait que c'est les insignes de la Légion d'honneur, il explique tout ça. Et donc on voit que la sémiologie c'est à la fois une discipline universitaire avec les auteurs qui sont présents, les théories, vu que c'est le fond, hein, c'est les théories qui deviennent le moteur narratif, mais aussi avec la sémiologie comme enquête, d'ailleurs la sémiologie comme criminologie en quelque sorte, où on va chercher des indices. Et donc on a tous ces niveaux en fait de la sémiologie qui sont présents où finalement c'est plein de choses en même temps. Oui, c'est-à-dire en fait c'est l'idée. Le point de départ du livre, c'est ça. C'est-à-dire que moi, en tant que prof de français, je m'étais beaucoup intéressé à Barthes, et Barthes avait eu une importance capitale, et même première dans ma formation intellectuelle, en fait, et dans ma formation de prof de français. Et donc, en fait, c'est la conjonction de facteurs, c'est que
Bart était mort dans ces circonstances un petit peu romanesques, hein, donc écrasé par une voiture, une camionnette, en sortant d'un déjeuner chez Mitterrand. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, Mitterrand, il a quand même toujours trempé dans des affaires louches, il est encore, enfin bon. Et le fait qu'il était sémiologue, et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que la science des signes, hein, comment dire, cette démarche qui consiste à décoder le monde qui nous entoure comme si c'était un texte, hein, c'est-à-dire le présupposé qui dit que le monde qui nous entoure n'est pas simplement, comment dire, les objets qui nous entourent ne sont pas simplement des objets qui ont une fonction, mais ils nous disent des choses. L'idée que le monde parle, je me suis dit, mais en fait, c'est la science de Sherlock Holmes. Et donc, voilà, à partir de là, je me suis dit, avec cette science de Sherlock Holmes, puisque Bart était sémiologue, on va imaginer un polar sémiologique, en fait. Voilà, c'est-à-dire la sémiologie comme outil romanesque, comme outil d'investigation, en fait. Justement, je disais qu'il y avait certains morceaux qui sont à proprement parler des cours, hein, ce cours de Herzog sur James Bond, et puis en même temps, la sémiologie est vraiment transformée comme ressort romanesque, ressort de dialogue, etc. Il y a un dialogue, on va en lire un petit morceau, qui est justement très parlant, où on voit comment, il y a donc ce commissaire Bayard qui est absolument ignare sur ces questions, et qui est très dubitatif, si on peut dire, et donc qui va rencontrer Herzog, et il dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est votre truc, la sémiologie, là? Et donc il y a ce dialogue qui est très drôle où Herzog essaye d'expliquer à Bayard ce que c'est que la sémiologie. Donc ça, l'action se passe à Vincennes, et vous savez que Vincennes, c'est Paris 8 en fait. C'est-à-dire Vincennes, c'est la fac de Paris 8 avant qu'elle déménage à côté, à Saint-Denis. Oui, c'est ça, exactement. Donc moi, je prends le rôle de Bayard, donc le commissaire. Que savez-vous de la sémiologie? C'est l'étude de la vie des signes au sein de la vie sociale. Bayard repense à son Roland Barthes sans peine, il serre les dents. Et en français? Mais c'est la définition de Saussure. Ce Chaussure, il connaît Barthes? Ah non, il est mort, c'est l'inventeur de la sémiologie. Je vois. Et Bayard ne voit rien du tout. Les deux hommes traversent la cafétéria. C'est une espèce de hangar dévasté, saturé par des odeurs de merguez, de crêpes, d'herbe. Un grand type déglingué en bottes de lézard mauve est debout sur une table. La clope au bec, une bière à la main, il harangue des jeunes qui l'écoutent, les yeux brillants. Vu que Simon Herzog n'a pas de bureau, il invite Bayard à s'asseoir et machinalement il lui offre une cigarette. Bayard refuse, sort une cigarette et reprend. Mais concrètement, ça sert à quoi cette science? Eh bien, à comprendre le réel. Bayard grimace imperceptiblement, c'est-à-dire, le jeune thésard prend quelques secondes pour réfléchir. Il jauge la capacité d'abstraction de son interlocuteur, manifestement très limitée, pour adapter sa réponse en fonction, sans quoi ils vont tourner en rond pendant des heures. En fait, c'est simple. Il y a des tas de choses dans notre environnement qui ont une fonction d'usage. Vous voyez? Silence hostile de son interlocuteur. À l'autre bout de la salle, un type aux bottes lézard mauve raconte à ses jeunes disciples la grande geste de 68 qui, dans sa bouche, ressemble à ce mélange de Mad Max et de Woodstock. Simon Herzog essaye de simplifier au maximum. Une chaise sert à s'asseoir, une table à manger dessus, un bureau à travailler, un vêtement à tenir chaud, etc. D'accord? Silence glacial. Il continue. Sauf qu'en plus de leur fonction de leur utilité, ces objets sont également dotés d'une valeur symbolique, comme s'ils étaient doués de parole, si vous voulez. Ils nous disent des choses. Cette chaise, par exemple, sur laquelle vous êtes assis, avec son degré zéro du design, son mauvais bois verni et son armature rouillée, nous dit que nous sommes dans une collectivité qui n'a aucun souci de confort ni d'esthétique et qui n'a pas d'argent. Ajoutez à cela ces odeurs mélangées de mauvaise cantine et de cannabis, nous confirme que nous sommes dans un lieu universitaire. De la même manière, votre façon de vous habiller signale votre profession. Vous portez un costume, ce qui trahit un emploi de cadre, mais vos vêtements sont bon marché, ce qui implique un salaire modeste et ou une absence d'intérêt pour votre apparence. Vous faites donc un métier où la présentation ne compte pas ou peu. Vos chaussures sont très abîmées, alors que vous êtes venu en voiture, cela signifie que vous ne restez pas derrière un bureau, mais vous faites un travail de terrain. Un cadre qui sort de son bureau a toutes les chances d'être affecté à un travail d'inspection. Je vois, dit Bayard. Bon, après, ça continue, mais on va avoir le temps d'aller au bout du passage, mais donc le dialogue continue après, où notamment il va élucider un peu comme dans la scène avec Sutter d'Estaing, la vie privée, notamment de Bayard, par certains indices. C'est-à-dire, là, en fait, mon but, c'était
dans cette scène, par l'entremise d'un personnage, c'est ce qu'on appelle la double énonciation en fait en analyse littéraire, c'est-à-dire que le personnage s'adresse à son interlocuteur, en fait il s'adresse au lecteur, pourquoi? Pour expliquer de la façon la plus simple et la plus ludique possible ce que c'est que la sémiologie, c'est-à-dire sans ennuyer le lecteur. Mais le truc c'est que là, Bayard il ne va pas être convaincu, et donc mon personnage là, de doctorant, de sémiologue, va devoir élever d'un niveau sa science de la déduction, et là ensuite je balance une scène qui est une pure scène de Sherlock Holmes, où il voit le mec, il lui dit bon bah ok, vous avez fait la guerre d'Algérie, vous avez été marié 2 fois, il vous est arrivé ci, ça, et rien qu'en le regardant, il lui raconte toute sa vie, et comme dans une scène de Sherlock Holmes, il explique comment, par quel petit indice il a déduit ça. Voilà. Donc l'intérêt de ces scènes, elle était double, elle était d'inscrire le livre dans la logique du roman policier à la Sherlock Holmes, et puis aussi d'expliquer au lecteur ce que c'est que cette sémiologie. Voilà, bah justement, alors expliquer au lecteur ce qu'est cette sémiologie, et puis plus largement, en fait, la pensée d'un certain nombre des grandes figures intellectuelles de la French Theory. Donc on va avoir aussi des éléments de réflexion de Michel Foucault sur l'homosexualité, notamment quand on se retrouve un peu dans les backrooms des salons, des saunas gays, enfin, donc où à des moments il y a un décalage complet entre ce qui se passe dans la scène et puis le niveau intellectuel et scientifique des dialogues. Et donc, je me demandais dans quelle mesure est-ce que, alors déjà, votre roman il a une double entrée, l'entrée effectivement plus donc vraiment l'histoire elle-même rocambolesque et ce polar, et puis l'entrée théorie du langage et sémiologie. Est-ce que ça serait en quelque sorte une double lecture? Est-ce qu'on aurait une lecture dite plus élitiste, où on connaît ces auteurs, où on connaît leurs éléments biographiques, et donc on peut savoir aussi repérer les moments de jeu où vous allez inventer des moments de vie qui n'existent pas, ou au contraire vous appuyez sur des moments historiques, et puis une lecture plus vraiment, on lit un polar, on veut savoir qui a tué qui, et on suit l'enquêteur. Est-ce que vous avez pensé à ce double niveau de lecture? Est-ce que c'était voulu comme tel? Et dans quelle mesure ces deux niveaux peuvent se rencontrer, et comment C'est-à-dire, en fait, j'espère même qu'il y a plus que 2 niveaux de lecture. J'espère qu'il y en a une affinité, en tout cas plus de 2, mais comment dire, bon, c'est-à-dire, j'imagine que voilà, j'ai été prof pendant 10 ans et qu'il en restait quelque chose. J'avais envie quand même, j'avais envie d'expliquer des choses aux lecteurs. Voilà, la sémiologie, ça m'avait intéressé, j'avais envie de partager cet intérêt avec le lecteur. J'avais envie à partir du moment où j'avais eu l'idée de cette 7e fonction du langage, je trouvais que la moindre des choses, c'était aussi d'expliquer le plus rapidement possible, de la façon la moins ennuyeuse possible au lecteur, ce que c'était que les 6 premières fonctions de Jacobson. Donc c'était un des enjeux du livre, c'était d'expliquer des choses de façon ludique si possible, et que le lecteur puisse apprendre des choses en s'amusant. Et donc j'ai voulu que, j'ai voulu que mon livre soit écrit pour tous. Sachant que j'avais bien conscience aussi qu'il y avait des fois où, c'est vrai, si vous savez que Althusser a étranglé sa femme, ça va vous faire sourire, ça va vous faire rire, ou ça va vous énerver, enfin bref, en tout cas ça va vous faire réagir différemment que si vous ne le savez pas quand vous lisez la scène, bien sûr. Mais oui, j'ai voulu faire en sorte que la scène, elle fonctionne, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas. Ensuite, alors la question de... En général, les gens qui connaissaient ce milieu-là ont dit « Ah oui, moi ça m'a fait rire ce livre, enfin à part des gens comme moi, je vois pas qui ça peut intéresser. » Bon alors, le succès du livre, heureusement, a prouvé qu'il se trompait, mais en fait, il se trompait à plus d'un titre. C'est-à-dire que l'universitaire qui connaît l'histoire d'Althusser ou qui connaît toutes ces théories, lui, il ne sait pas en fait que Borg il a battu Lendl en 80. Enfin, c'est possible qu'il le sache si vous voulez, mais il ne sait pas non plus que Blondie, telle chanson de pop rock de l'époque, elle était en 82 et pas en 80. C'est-à-dire qu'en fait, moi mes références, elles ne sont pas que universitaires, elles sont, et enfin j'espère que c'est une partie de ce qui fait la richesse du livre, c'est-à-dire qu'elles sont multiples au niveau culturel justement. C'est-à-dire moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle
parfois de façon péjorative, mais en fait ça l'est pas, la sous-culture ou la culture pop, la culture populaire. L'universitaire, par exemple, il saura, il connaîtra les 6 fonctions de Jacobson, mais il percevra peut-être pas que toute la partie à Bologne, elle est construite comme une saison de 24 heures chrono, en fait. Voilà. Et que Jacques Bayard, mon personnage Jacques Bayard, en fait, il est inspiré, je lui ai donné ce nom-là parce que c'était la version francisée de Jack Bauer, le héros de 24 heures, vous voyez. Et alors celui qui connaît 24 heures, peut-être, il retrouvera dans certaines scènes où voilà, Jacques Bayard doit faire parler quelqu'un de façon très rapide, très violente et menace de les nucléer avec une petite cuillère. Bon, là peut-être il pensera à Jack Bauer, mais peut-être ça lui échappera que les initiales de Simon Herzog, mon autre protagoniste, sont celles de Sherlock Holmes, par exemple. Vous voyez ? Et donc en fait, c'est-à-dire mes références, elles sont multiples et c'est pas grave si ça lui échappe. C'est pas grave, simplement, elles sont là. Si vous voulez les voir ou si vous les voyez, tant mieux. Si vous les voyez pas, c'est pas grave. Mais donc voilà. Donc c'est pas du tout. Enfin, j'espère que c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, mon intention, elle était pas du tout élitiste. Au contraire. Au contraire. Tout à fait. Certains journalistes vous ont dit que vous étiez peut-être un peu irrévérencieux, alors notamment avec les propos que tient Bayard sur le monde universitaire et les intellectuels de l'époque. On en discutait avant. Bon, en fait, Bayard il tient une posture, la posture un peu du cœur antique, qui va un peu dire voilà, il dit des choses, ça ne veut pas dire que c'est votre... non, c'est un personnage, c'est un personnage, il est flic, alors donc, je le dis d'ailleurs, donc ça fait partie du système de déduction de Simon Herzog qui lui dit bon bah donc forcément vous avez voté Giscard, etc. Bon, pourquoi? Parce qu'il est flic, il présuppose, et il peut se tromper évidemment, mais il présuppose que comme il est flic, il est forcément de droite. Voilà. Donc moi je trouve qu'il y a un petit passage pour conclure assez amusant justement sur le côté, voilà, l'humour un peu cinglant sur l'université. Ah oui, donc alors là c'est important de dire que c'est ce personnage de Jacques Bayard, voilà, dans le flic un petit peu obtus qui parle. Voilà. Oui. Donc il assiste à un cours de Michel Foucault au Collège de France. Michel Foucault, donc, qui a été un très très grand intellectuel français, philosophe français. Et lui, il assiste à un cours auquel il ne comprend rien, en fait. Et donc là, on se met dans la tête de Bayard. C'est avec des gens comme ça que la police doit se disputer les impôts du contribuable. Parle de nous, hein. Des fonctionnaires comme lui, sauf que lui, il mérite que la société le rétribue pour son travail. Mais ce Collège de France, qu'est-ce que c'est? Fondé par François Ier, d'accord, il a lu ça à l'entrée, et ensuite, des cours ouverts à tout le monde qui n'intéressent que des chômeurs gauchistes, des retraités, des illuminés ou des profs qui fument la pipe. Des matières improbables dont il n'a jamais entendu parler, pas de diplôme, pas d'examen, des gens comme Barthes et Foucault payés pour raconter des trucs fumeux. Bayard est déjà sûr d'une chose, ce n'est pas ici qu'on apprend un métier, épistémé, mon cul. Épistémé, c'était un concept de Michel Foucault, assez compliqué. Voilà, on voit qu'on a vraiment à la fois des niveaux de langage très différents, des références extrêmement variées, de culture, effectivement, on voit bien justement qu'on casse un peu des frontières, c'est pour ça que ma question, sur une culture dite populaire, culture dite... Par exemple, juste une dernière chose, dans l'extrait que vous avez lu, enfin qu'on a lu ensemble, en toile de fond, il y a un personnage bizarre aux bottes de lézard mauve qui apparaît, qui est chef de la fraction armée spinoziste. Bon, ça c'est une référence à un auteur de romans policiers qui s'appelle Jean-Bernard Puy, qui avait fait un livre absolument hilarant qui s'appelait Spinoza enculé gueule. Voilà. En tout cas, je suis désolé de terminer là-dessus. Non, on va dire justement, on l'a vu, vous avez expérimenté des genres extrêmement différents, entre le roman historique, le journal intime, le journal de campagne, le polar sur fond de théorie sémiologique. Et donc, on a envie de vous demander quand même, pour finir, c'est quoi le prochain? Et donc, à quoi on peut s'attendre pour la suite, sans forcément en dévoiler trop, mais voilà, on aimerait bien avoir quelques infos. Le prochain, d'une certaine manière, sera encore dans un genre très différent de ces deux-là, mais toujours autour de cette problématique des rapports entre réalité et fiction. Et alors donc, il sera vraiment très différent, puisque lui, il se passera au XVIe siècle. Voilà ce que je peux dire. Et c'est pour quand? Là, je commence à être en retard, là, donc je pensais peut-être à la rentrée 2019, mais ce sera peut-être la rentrée 2020, en fait. J'aime bien prendre mon temps.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions que vous avez proposées? Le parcours culture, médias, vous avez des questions à préparer aujourd'hui? Il y a le jeune homme là. Ah bah voilà. Moi j'ai une question sur le cursus d'écriture, parce que à HHH vous avez mis 10 ans je crois. Ouais. Et l'autre 5 ans, et j'aimerais bien savoir en fait, parce que c'est 10 ans, c'est quand même... Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Beaucoup de recherches sur eux, mais après, ouais. j'aimerais bien savoir. Non, bah oui, c'est-à-dire en fait, enfin, je dis souvent que, enfin, parfois je me dis que j'écris en fait, écrire pour moi c'est un prétexte pour lire, quoi. C'est la grande passion de ma vie, ça doit être la lecture, je pense. Et en fait, oui, j'aime bien me documenter, et donc, et parfois au-delà du raisonnable en fait, c'est-à-dire que à la fin de ma documentation sur HHHH, je lisais des trucs sur le nazisme et qui n'avaient plus rien à voir avec l'opération Anthropoïde. Je me souviens qu'à un moment, je m'étais dit, bon là, il faut peut-être quand même passer à l'écriture. J'étais en train de lire un livre sur la vie mondaine sous le nazisme. Bon, c'était pas directement, voilà, j'en avais pas besoin de ce livre, mais comment dire, un livre en appelant un autre, ça me passionnait. Bon, mais parfois, ça m'est arrivé de lire des livres de 500 pages dont j'ai utilisé finalement peut-être 2 lignes, une demi-ligne ou une idée. Donc voilà, bon, j'aimais bien collecter un maximum d'informations. Et donc je trouve, en fait, moi j'ai connu l'époque et la vie sans Internet, mais comment dire, Internet c'était fait pour moi parce que je lisais un livre et puis ça me renvoyait à 3 autres livres. Alors donc, alors à l'époque on ne pouvait pas cliquer sur le lien en surbrillance, mais d'une certaine manière je fonctionnais comme ça déjà, quoi. Et pour la 7e fonction du langage, d'une certaine manière, c'était encore pire parce que, enfin, comment dire, ouais, c'était pire en fait, parce qu'il y avait l'aspect historique, je voulais vraiment que ce soit très ancré dans les années 80, alors c'était plus proche de nous, d'une certaine manière, c'était peut-être un peu moins compliqué, mais par contre, le milieu dans lequel se déroulait l'intrigue, les personnages que j'allais faire évoluer, c'était des grands intellectuels qui étaient, qui étaient tous beaucoup plus intelligents que moi, et donc j'allais les faire quand même vivre et parler. Il fallait qu'ils aient l'air crédibles, et donc ça veut dire que... Ouais, voilà, alors j'ai lu pendant 5 ans, j'ai lu de la French Theory, j'ai lu les Deleuze, les Derrida, etc. Et bon, j'ai pas tout compris d'ailleurs, mais voilà, c'est-à-dire il fallait vraiment que je m'approprie quand même. Je peux pas dire, je peux pas dire que, enfin, pas toute leur œuvre, bien sûr, mais une partie de leur œuvre, de leur pensée, de leur, voilà, quoi, de leur logique. Donc ça demandait du boulot, quoi. Vous avez d'autres questions des étudiants de L3? Oui. Moi, c'est pas par rapport à cette fonction du langage, mais je voulais savoir ce que vous avez ressenti quand vous avez vu votre roman HHH adapté en film. Parce que c'est, enfin, lire un livre et le voir en film, c'est totalement différent. Ouais, alors, c'est à la fois... c'était à la fois émouvant et puis un petit peu frustrant. Je pense que c'est le lot de... C'est le principe de toutes les adaptations, c'est-à-dire que c'était à la fois... Enfin, en effet, c'est-à-dire c'était la matérialisation de ce que j'avais écrit. Donc voir ce qu'on a dans la tête, c'est quand même un truc... et en même temps, c'est un peu frustrant parce que là, dans la bande-annonce, à un moment, on voit les Allemands qui attaquent l'église, là où sont réfugiés les parachutistes. Bon, cette église-là, je sais très bien où elle est, à quoi elle ressemble à Prague, et elle ne ressemble pas à ce qui est dans le film. Donc ça, évidemment, c'est un petit peu... bon, mais en fait, c'est tout à fait normal. Hein. Bon, et c'est d'autant plus normal que, pour des raisons de budget, ils ont tourné et comment dire, des raisons pratiques, ils ont tourné à Budapest et pas à Prague. Bon, voilà. Si vous ne connaissez pas bien Prague, c'est pas absurde, ça se ressemble un peu les deux villes. Si vous connaissez, ça se voit. Voilà. Donc moi ça me gêne, mais c'est normal que moi ça me gêne. Donc il y a des choses qui me gênent, mais c'est normal et c'est pas grave. Il y avait une autre question? Oui. En fait, c'est peut-être une question un peu large, mais je me demandais pourquoi vouloir apporter cette 7e fonction du langage dans ce roman. Alors je pense que c'est un fantasme, comment dire. Bon, moi, comment dire, mon métier et puis mon intérêt principal, c'est le langage. J'ai été prof de français, maintenant je suis écrivain. Et alors justement, peut-être,
parce que je suis écrivain. En fait, à un moment, je pense que j'étais... enfin, comment dire, je me sentais... enfin, non, comment dire, mon parcours personnel a fait que je me suis spécialisé dans l'écrit. Et peut-être qu'il y a un petit regret de ça. En gros, cette 7e fonction du langage, c'est donc, si on la maîtrise, c'est la capacité de convaincre n'importe qui de n'importe quoi dans n'importe quelle situation. C'est la réflexion entre langage et pouvoir. Voilà, langage et pouvoir, mais surtout, c'est en gros, c'est, comment dire, de quoi est-ce qu'on parle là? De rhétorique. C'est-à-dire que celui qui possède cette 7e fonction, c'est le maître de la rhétorique. Et en fait, donc, du coup, c'est le roi de l'oral, en fait, quoi. Et moi, je me suis spécialisé dans l'écrit. Peut-être j'ai ce regret-là de ne pas être voilà, le mec qui peut faire ça, justement, qui peut, voilà, qui convainc, qui persuade, qui embobine, qui séduit, qui, etc., par la grâce de l'oral, peut-être. Donc voilà, je pense que ça coïncide avec une espèce de fantasme. Bon, sachant qu'en plus, l'argumentation, la rhétorique, là moi j'ai été voir là, le film qui vient de sortir sur Churchill, la rhétorique, enfin tout type de rhétorique, mais enfin la rhétorique politique, les discours de Churchill, les aphorismes, quelqu'un qui est capable, je trouve ça plus fort en fait à l'écrit. Bon, c'est quand même plus facile, c'est-à-dire on réfléchit, on peut prendre des heures pour pondre une phrase. À l'oral, il y a quand même quelque chose de très fort dans le côté mise en scène, théâtre, et puis surtout si c'est improvisé, c'est quand même génial. Alors bon, Churchill, c'était pas forcément improvisé, mais le mec qui dit là, voilà, vous avez voulu, vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez la guerre et vous aurez le déshonneur. C'est bon, c'est le syllogisme. Donc, rhétoriquement, c'est un syllogisme, hein, ABBA. Le mec, il claque ça en 38, après les accords de Munich, c'est juste, voilà, je trouve ça mais génial, voilà. Donc j'aime ça, quoi, j'aime ça. Donc voilà, j'ai écrit sur ce qui m'intéressait, le langage, quoi. Une dernière question peut-être, puis après on... Par là peut-être, parce que là c'est vrai que c'était que au centre, bah, ou par là, si vous voulez, mais... Juste par rapport à ce que vous étiez en train de dire, vous avez pensé à le matérialiser en faisant un film, en écrivant un scénario, en essayant de faire passer vos voix à travers quelqu'un en fait. La 7e fonction du langage? Pas forcément ça, non. Mais quelque chose que vous écrivez, mais pour que ce soit adapté... faire un... Bah, alors, c'est-à-dire, il y a une espèce un peu de running gag dans HHHH, de temps en temps, bon, c'est quand même une histoire pas très marrante, mais bon, de temps en temps, j'ai des propos un peu plus légers, et régulièrement, comme je raconte des scènes quand même très romanesques, très visuelles, je me dis, tiens, mais en fait, pour l'adaptation, j'aimerais bien Spielberg, et puis... quelques chapitres plus loin, je dis non, en fait, je préférerais De Palma. Donc c'est quelque chose que j'ai en tête, oui, c'est-à-dire, quelle que soit notre spécialité artistique, on est influencé par d'autres domaines artistiques, hein, la musique, la sculpture, l'architecture, bon. Et là, c'est vrai qu'entre les ponts, moi, en tant qu'écrivain, je suis influencé par le cinéma ou par les séries américaines, etc. Donc c'est quelque chose auquel je pense. Mais ensuite, bon voilà, c'est-à-dire chacun sa spécialité. Oui, j'aime. En fait, pour tout vous dire, on m'a déjà proposé de faire un film, de réaliser un film. Et j'y réfléchis, mais en même temps, c'est un métier. Mais même écrire un scénario, c'est un métier. Je ne sais pas si j'en serais capable en l'état actuel des choses. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire. C'est intéressant, des choses où on n'est pas capable, et puis ensuite on apprend, on essaye. Mais c'est écrire un scénario, c'est pas comme écrire des dialogues d'un roman. Et écrire des dialogues d'un roman, c'est pas comme écrire une pièce de théâtre. Donc, ouais, ça m'intéresse, mais enfin, disons humblement, je me sens pas tout à fait prêt. Mais c'est vrai que j'y pense, et j'y pense même, enfin, ça m'amuse régulièrement de me dire, tiens, pour tel personnage, je verrais bien tel acteur, par exemple, ou tel acteur. Bah, la 7e fonction du langage va être au théâtre. Elle a été, ça y est, elle a été adaptée avec ouais, des acteurs très, très brillants, mais alors évidemment, avec les contraintes du théâtre, il y a 3 acteurs pour un livre qui comporte beaucoup de personnages, mais les acteurs sont formidables, ils étaient déjà formidables dans l'adaptation théâtrale de HHH. Allez, une dernière question, et puis après, on aura que sur la notion de la fiction, en fait, de plus en plus d'auteurs se défendent de s'inspirer de faits réels, comme Éric Vuillard ou Olivier Guès qui a écrit La disparition de... Donc ils s'en défendent pas, ils ont recours à des... Ils ont tendance à l'accepter, mais c'est qu'il y a au début, je dirais vers les années des Lumières et un peu dans le XXe siècle, on avait les
si on savait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient inspirées de faits réels. Ouais. Et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est juste une construction sociale ou que c'est juste une mode entre guillemets? Bah oui, enfin c'est-à-dire la mode répond aussi à des critères d'évolution sociale. Hein. Enfin, je veux dire, la mode, c'est aussi un objet sociologique. Donc je pense qu'en effet, c'est plus à la mode maintenant qu'au 19e siècle. Au 19e siècle, c'était voilà, autre chose. C'était le roman balzacien qui était à la mode, comme vous dites. Je pense que c'est des... Ouais, enfin, c'est pas péjoratif de parler de mode, si vous voulez, mais c'est-à-dire qu'il y a des tendances... Ces dernières années, enfin pendant peut-être, je sais pas, une dizaine d'années, il y a eu la mode de l'autofiction. Vous voyez, on raconte, on utilise des éléments de sa propre biographie qu'on va éventuellement fictionnaliser pour en faire des objets de fiction, quoi. Ouais, enfin pour en faire des romans. Bon. Et puis, alors, il y a eu des choses très bien, des choses moins bien. Enfin voilà, il y a des choses que j'aime moins. Mais c'était une tendance intéressante. Et puis au bout d'un moment, cette tendance, elle s'épuise. Voilà, bon, à un moment, on a l'impression que, comme pour le roman balzacien, si vous voulez, le roman balzacien, à un moment, bon, ok, le jeune homme provincial qui monte à Paris pour essayer de réussir dans la vie, une fois qu'on a lu 40 romans comme ça, qui peuvent être des chefs-d'œuvre, c'est pas la question, mais voilà, au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose. Alors des fois, ça peut durer 6 mois, des fois, ça peut durer 40 ans. Mais je pense que oui, il y a cette tendance-là en ce moment, sachant qu'en plus, moi, je distinguerais Vuillard, donc je m'inscris probablement dans cette tendance-là, mais je distinguerais Vuillard de Olivier Guès, par exemple. Olivier Guès, donc il le dit dans son livre, il dit, bon voilà, moi j'ai été très méticuleux avec l'histoire de Mengele, mais il dit, il y a des zones où seule la fiction pouvait aller, où seule la littérature pouvait aller. Bon, c'est une manière un petit peu élégante de dire, bon bah là en fait je savais pas et j'ai inventé. Vuillard, il n'est pas tout à fait dans cette démarche-là. Lui, il fait pas ça en fait. Hein. Lui, il prend des moments, c'est ultra documenté, et il raconte des scènes comme des scènes de théâtre, mais il va pas inventer, il va pas boucher les trous, il va pas boucher les blancs en fait. Et donc du coup, c'est probablement moins romanesque en fait. Et c'est pas grave. Enfin, comment dire, c'est pas romancé en tout cas. Oui. Bah, je trouve que Vuillard, justement, même si c'est pas romancé et que c'est, ouais, comme vous avez dit, c'est théâtralisé, il y a certaines scènes, par exemple certains dialogues qui, je pense, sont romancés. Par exemple, là, je vais pas vous dire la fin, mais... Non mais ouais, non, mais si, parce que c'est pas grave en fait, Vuillard, qu'on connaisse la fin. Quand il y a Gustave Krupp qui parle à sa famille et on se rend compte qu'en fait, voilà, c'est le cadavre de mort, etc. Je pense que c'est assez romancé comme Ouais, alors, donc, vous avez sans doute raison, je me souviens plus exactement de la scène finale, mais en général, c'est agencé de telle sorte que on sait qu'on est dans un dispositif qui n'est pas exactement le dispositif balzacien standard, mais bon, il faudrait qu'on ait le texte sous les yeux. Mais par exemple, la première scène, enfin les premières scènes où Göring reçoit les grands patrons de l'industrie allemande, il y a probablement eu quelqu'un qui a pris en sténo les conversations. Moi, je sais que pour HHHH, certaines scènes, je me souviens de Claude Lanzmann qui avait dit, bon, voilà, c'est très fidèle à la vérité historique. Alors bon, évidemment, à la fin, la scène de la crypte, de l'assaut dans la crypte, là, ça devient du roman, mais c'est pas grave. Et moi, je lui ai dit, c'était très gentil de sa part, mais je lui ai dit, non, mais là, moi, c'est une reconstitution minutieuse, minute par minute, grâce aux témoignages des gens qui étaient là au moment de l'assaut. Et donc là, tout est exact. Alors il faudrait voir pour Vuillard dans le détail, mais il y avait des... Enfin, quand c'est des grands représentants de l'État, ce type de réunion, en général, il y a des traces, il y a des gens qui ont pris en note. Alors, probablement pas Krupp et sa famille, je suis d'accord, mais il faudrait qu'on revoie en détail cette scène. Mais c'est des questions qui sont passionnantes, qui m'intéressent beaucoup. C'est même Schuschnigg qui discute avec Hitler, je pense pas que c'est... Qui ça Schuschnigg, non. C'était le chancelier autrichien.
Ah oui, Schustich, oui, enfin, je vois qui vous voulez dire. Oui, on oui, pardon. Mais on va donc pardon. libérer la régie, et puis passer à la suite. Donc, il y a vous pouvez bien sûr continuer à échanger avec Laurent Binet qui reste encore avec nous pour le pot. Il y a des ouvrages de